ressembler cette rentrée 2020? C'est la question que tout le monde se pose, tous les étudiants, tous les parents d'étudiants. C'est la question du moment de septembre 2020. Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Donc moi, c'est Justine. Je suis ingénieure pédagogique à l'université. Je suis prof de FLE, donc français et langue étrangère, donc prof de français pour les étrangers, également à l'université. Et aujourd'hui, on parle d'un sujet d'actualité, la rentrée 2020. Qu'est-ce qui va se passer? À quoi ça va ressembler? Eh bien, je réponds à toutes ces questions. Alors, on commence par la Covid. Oui, vous en avez entendu parler, vous en entendrez parler encore pendant un petit moment, j'ai bien l'impression. Comment est-ce que la Covid bouleverse la rentrée 2020? Eh bien, de façon significative. La circulaire du 7 septembre 2020 donne les directives du gouvernement, donc de l'enseignement supérieur, donc de la ministre Frédérique Vidal, au chef d'établissement pour pouvoir connaître les directives, les façons d'agir pour cette année 2020-2021. Elle met l'accent sur le respect des règles sanitaires. Donc pour cette rentrée 2020, vous devrez adopter les gestes barrières, avoir une distanciation sociale d'1 mètre entre toutes les personnes et porter le masque à tout moment. Donc votre prof sera masqué, qu'il soit à plus d'1 mètre ou pas, ça ne change rien, il faudra qu'il porte le masque. Vous serez masqué, vous aurez sûrement un siège vide entre vous et votre camarade à côté et vous devrez porter votre masque. Donc autant vous dire que la mode cette année à la fac, ça va être ça. Voilà, les établissements devront également gérer les flux de circulation des étudiants. Donc vous verrez sur certaines de vos portes, il y aura des panneaux entrée, sortie, sens interdit. En fait, ils doivent gérer la façon dont vous circulez dans l'établissement pour éviter que vous vous croisiez trop souvent et qu'il y ait beaucoup de risques de contamination, de propagation du virus. Ensuite, ce qui est demandé aux universités, c'est d'anticiper la continuité pédagogique. C'est-à-dire que si on arrivait à un cas où on ne pourrait plus avoir cours en présentiel pour la raison sanitaire, il faudrait alors que l'université soit prête à quand même continuer à vous faire cours. Donc pour ça, le gouvernement a demandé aux établissements de préparer ce qu'on appelle cette continuité pédagogique et d'investir dans des outils, et en tout cas de se doter et de préparer cette continuité pédagogique avec des outils numériques. Elle a aussi demandé aux établissements de réfléchir à 4 scénarios qui sont les suivants. Scénario numéro 1, c'est si on reste en présentiel, si tous les cours sont poursuivis en présentiel et qu'on a simplement une vigilance renforcée des mesures sanitaires, donc tous les gestes barrières que je vous évoquais, aussi l'aération et le nettoyage des locaux. Comment est-ce que l'établissement fait pour respecter ce scénario numéro 1? Scénario numéro 2, c'est comment l'établissement se prépare à une suspension de certains enseignements en présentiel, notamment s'il y avait des cas Covid, et notamment pour les enseignements qui se déroulent en grands groupes, et comment est-ce qu'ils gèrent ce basculement vers une formation hybride ou entièrement à distance. Le scénario numéro 3, c'est comment l'établissement ferait face à une suspension totale de ses activités pédagogiques, de ses espaces pédagogiques et également de ses espaces de la vie étudiante. Le scénario numéro 4, c'est comment être bien préparé à une suspension totale des activités pédagogiques, mais aussi une fermeture des espaces de recherche et administratifs. Donc là, on aurait le personnel en télétravail. Je résume tout ça. Donc là, on a demandé aux universités de se préparer à ces 4 scénarios. Pour l'instant, la rentrée, ça dépend, dans les universités, ça ne se fait pas pareil partout. Il y a des endroits où on a réussi. En fait, le plus grand problème, ça a été la distanciation sociale.
Ça veut dire que dans des amphis qui, par exemple, si je prends un amphi qui accueillait 300 personnes, avec la distanciation sociale, il va pouvoir en accueillir que 100, on va dire. Et donc, dans cette salle qui, à la base, contenait 300 étudiants, on ne peut en avoir que 100. Comment est-ce que je fais? Ça a été la plus grande question des universités. Eh bien, certaines universités n'ont pas eu de problème et ont pu, en fait, avoir les grandes salles, des salles beaucoup plus grandes pour tous leurs enseignements. Donc là, elles maintiennent des cours en présentiel. Et il y a des universités qui n'ont pas cette capacité d'avoir des grandes salles pour tous les cours. Et donc, elles ont dû adopter une rentrée hybride, ce qu'on appelle hybride. Et donc là, plusieurs stratégies rentrent en compte. On va avoir par exemple des universités qui ont choisi de faire les CM à distance, sur Moodle par exemple, et les TD en présentiel. Ensuite, on a des universités qui ont choisi un mode de roulement. Donc par exemple, les promos, les cohortes étudiantes sont divisées par 2 et on a un groupe en présentiel une semaine pendant que l'autre est à distance et on change une semaine sur 2. Et il y a des universités ou des enseignants qui ont préféré avoir leurs cours à distance et de ne voir les étudiants qu'à certains moments pour certaines raisons particulières, un point du cours ou faire des points en présentiel. Voilà, donc il y a plusieurs cas qui ont été envisagés pour cette rentrée hybride. Si jamais on avait dans votre université un cluster, donc la circulaire définit ce qu'elle entend par cluster à l'université, c'est 3 cas confirmés de Covid dans une unité géographique. Donc c'est-à-dire si dans un endroit de l'université, on avait 3 cas confirmés de Covid, sur l'espace de 7 jours, on aurait un cluster. À ce moment-là, votre chef d'établissement, l'autorité sanitaire qui est l'ARS, le rectorat, éventuellement le préfet, devraient discuter de ce qu'ils font pour savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on continue les cours comme c'était prévu ou est-ce qu'on change, est-ce qu'on ferme partiellement, est-ce qu'on va jusqu'à une fermeture partielle de l'université? C'est des décisions qui seront prises ensemble et auxquelles ils devront réfléchir. Et on rentrerait probablement dans le scénario 2 ou 3. Si par contre la pandémie revenait à exploser en termes de nombre de contaminations, eh bien là ce serait le tour sûrement le gouvernement ou le préfet qui déciderait d'une potentielle fermeture ou en tout cas arrêt ou fermeture partielle de l'université. Et dans ce cas-là, on rentrerait dans un scénario plutôt 3 ou 4. Donc il vaut mieux que les universités soient préparées. Voilà pour ce qui était de l'impact de la Covid sur vos cours à cette rentrée 2020. Il y a aussi, donc, pour la rentrée 2020, l'aspect plutôt vie étudiante, on va dire. Donc là, le gouvernement a essayé de proposer une aide. Donc les bourses sur critères sociaux vont un petit peu augmenter. Il y a une augmentation de 1,2%. Ce qui nous fait, j'ai calculé 6,80 € par mois pour les échelons 7, donc c'est pas beaucoup. On continue à donner les aides spécifiques pour les étudiants boursiers. Alors, ils mettent dans leur infographie, ils mettent 48 milliards 78, 48 millions, pardon, pas milliards 78. C'est a priori le même chiffre que l'année dernière. Je vous mets le lien dans la déclaration du Sénat. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là. Est-ce que ça veut dire qu'on aura le même nombre d'aides spécifiques que l'année dernière et qu'on n'aidera pas plus? Je ne sais pas. Il y a une augmentation d'1 € de la CEVEC, donc la contribution à la vie étudiante sur le campus. Et il y a un gel par contre des frais d'inscription, donc là ça n'augmentera pas. Ensuite, et ça c'est plutôt quelque chose de positif, les repas au Crous pour les étudiants boursiers ne seront plus que d'1 € au lieu de 3,30 €. Bon, ça reste à 3,30 € pour les autres étudiants. Et ensuite, l'État a ouvert 100 000 services civiques pour les jeunes de 16 à 25 ans. Donc, ils auront la possibilité de faire un service civique, ce qui permet de rapporter un petit peu d'argent et de se faire une expérience professionnelle. Attention par contre pour tout ce qui va être soirée étudiante, soirée d'intégration,
elles sont dans le viseur de ce ministère qui dit même que les chefs d'établissement peuvent interdire ces soirées et qui rappelle les dangers de ces soirées. On s'en doutait, hein, on va pas mentir, on s'en doutait, mais l'année 2020-2021, ce sera pas l'année des soirées étudiantes ou en tout cas des soirées d'intégration. Voilà. Ensuite, 2020, l'année 2020, c'est aussi l'année de quelques réformes en termes d'université. Il y a déjà un gros changement, et ça c'est dû à la Covid, c'est qu'il y a eu beaucoup plus de bacheliers cette année. Donc on se retrouve avec une augmentation de 8% du nombre d'étudiants qui arrivent en première année à la fac. Donc pour essayer de ne pas laisser trop d'étudiants sur le carreau, le gouvernement a demandé aux facs d'ouvrir 30 000 places supplémentaires et 5 700 places pour les BTS. Donc on devrait accueillir plus de personnes que l'année dernière et du coup moins de gens n'auraient pas accès à la fac. C'est une augmentation importante, donc le gouvernement a essayé de suivre, j'imagine. Il faut savoir que c'est aussi l'année où beaucoup de masters en France passent sélectif en M1. En 2016, je vous mets le nom de la loi, en 2016, il y a eu une loi qui autorise les masters à faire leur sélection à l'entrée dès le M1 et non plus au M2. Donc on rentrerait en master et on aurait directement l'accès au master 2 en suivant 2 droits. Donc, et ça a été mis en place pour beaucoup de masters. Là, ça rentre effectif en la rentrée 2020. 2020, c'est aussi l'année de la réforme du concours Sciences Po, des concours Sciences Po. Avant, pour entrer à Sciences Po, il fallait passer les épreuves écrites qu'on préparait pendant longtemps, les épreuves écrites de Sciences Po. Là, ça passe par Parcoursup. Donc, il y a prise en compte du dossier de l'élève, des notes au bac. Il y a aussi un essai écrit de motivation et un entretien oral pour passer le concours de Sciences Po. Donc les modalités changent cette année. Il y a aussi, et attention, ce n'est pas la moindre des réformes, la réforme PACES. Donc la réforme PACES, c'est un nouveau système d'admission aux études de santé. Avant la PACES, eh bien, vous connaissez sûrement le numerus clausus. Il y avait un numerus clausus pour passer en deuxième année. Eh bien, maintenant, ce numerus clausus est supprimé et remplacé par un numerus apertus. Ça veut dire que chaque faculté de médecine devra décider d'un nombre minimal de places dans chaque filière. Donc ça permet, c'est une façon de lutter contre les déserts médicaux et une façon de laisser chaque faculté décider du nombre de places minimales qu'elle peut offrir. Donc ça sera quand même des filières qui resteront sélectives parce qu'on ne pourra pas ouvrir un nombre extraordinaire de places parce que les budgets ne sont pas non plus expansifs. Mais c'est une révolution, en tout cas au niveau de cette réforme passée, ce qu'on attendait. Donc, à l'issue de cette réforme, il y a deux choses qui apparaissent, la PASS et la LAS. La PASS, c'est le parcours accès santé spécifique, donc qui donne accès aux filières médecine, maïeutique et sage-femme, odontologie, dentiste, pharmacie et kinésithérapie pour passer le concours pour la deuxième année. Et ensuite, il y a la LAS. La LAS, c'est la licence d'accès santé. En fait, c'est pour ceux qui veulent faire une licence générale, donc en toute autre chose que santé, et qui prennent une option accès santé pour pouvoir éventuellement passer en deuxième année de santé à la fin de cette année-là. Je vous mets un petit lien vers une infographie Parcoursup qui vous explique bien cette réforme de la PACES et comment les liens sont faits entre PACES et LAS. Voilà, j'aime bien cette petite infographie si jamais ça vous intéresse. Le dernier point de cette rentrée 2020 qui est également chamboulé à cause de la Covid, ça va être l'international. Il faut savoir que la mobilité étudiante a beaucoup souffert avec la Covid et qu'on est dans une grande incertitude pour ce qui arrive. Mobilité étudiante, il y a la mobilité entrante et la mobilité sortante. La mobilité entrante, c'est pour les étudiants qui viennent en France. Donc depuis le 18 août, c'est bon, on a réouvert nos frontières et on délivre à nouveau des visas pour les étudiants et les chercheurs.
Il y a quand même 40% des mobilités entrantes qui ont été annulées. Et pour ce qui est des mobilités sortantes, donc nos étudiants français qui devaient partir dans un autre pays, eh bien, il y a un voyage sur 3 qui a quand même été annulé. Et c'est un petit peu chaque université qui décide en fait ce qu'elle fait de ses programmes d'échange. Donc il y a eu des étudiants qui ont eu des nouvelles d'annulation au dernier moment. C'est assez compliqué à gérer et j'imagine la déception des étudiants. Donc il semblerait que c'est plus facile quand même pour les étudiants qui ont choisi des destinations en Europe. Les solutions, si jamais votre mobilité est annulée, certaines universités étrangères proposent des cours virtuels pour quand même pouvoir suivre les cours de l'université d'accueil. Parfois, votre bureau international ou de mobilité internationale ou mobilité étudiante propose une réaffectation dans un lieu en Europe. Mais ça, voilà, ça va dépendre de chaque établissement et de ce qui est possible, mais également de comment évolue la situation. Donc voilà pour ce qui est de la rentrée 2020. C'est une rentrée exceptionnelle en tout terme. Tout le monde est mobilisé pour vraiment œuvrer à cette rentrée et faire en sorte qu'elle soit la moins douloureuse possible pour les étudiants. Si jamais vous rentrez à l'université, bon courage. Si voilà, votre quotidien est chamboulé, ce sera sûrement le cas, n'hésitez pas à témoigner, à laisser votre commentaire. On sera ravis de voir ce qui se passe dans votre université. Je vous dis merci et à bientôt.